Bonjour les amis, alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, le grand jour est arrivé. Je vais vous présenter un oracle que j'ai depuis quelques jours et qui me tient à cœur, vous vous en doutez. Alors voilà, il y a des petits trucs ici, vous savez de quoi je vais parler, surtout que j'en ai fait pas mal, je l'ai pas mal montré sur Instagram. Donc je suis hyper excitée de vous présenter l'oracle du soleil levant. Voilà, alors... Bon, forcément, ça me touche directement, vous imaginez bien, et d'autant plus que ce jeu, je le guette depuis longtemps. Et là, du coup, Arcana Sacra nous a enfin sorti l'oracle du soleil levant, et je suis ravie. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur l'intro, parce que j'ai plein de choses à vous dire concernant cet oracle. C'est merveilleux, voilà, toutes les personnes qui sont fans du Japon, ou ceux qui connaissent le Japon, ceux qui aimeraient connaître le Japon, ou ceux qui sont curieux de voyage, etc. C'est obligé que ce jeu, cet oracle, vous parle. Donc je vais montrer ça tout de suite. C'est parti. Alors, nous revoilà, Donc, l'oracle du soleil levant, comme vous pouvez le constater, c'est une super belle boîte. Alors, si vous me suivez un petit peu, vous savez que moi, les boîtes, en général, je ne les garde pas. Parce que je préfère mettre mes jeux dans un pochon, beaucoup plus pratique pour, voilà, pour sortir, pour les emmener partout. Mais quand on regarde la boîte, là, forcément, vous vous doutez bien que je ne vais pas m'en séparer. C'est une boîte magnifique qu'on peut poser comme ça sur une étagère avec quelques petites décorations autour. La boîte, elle est de toute beauté. Franchement, voilà quoi. Je vous laisse lire, faire un petit stop si vous voulez lire derrière. Voilà, moi je vais continuer parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors déjà, boîte aimantée. Moi j'aime bien, c'est pratique. Voilà, il n'y a pas à chercher partout. Hop, on fait ça, ça y est. Il n'y a pas à se prendre la tête pour sortir le jeu de la boîte. Et puis, quand on ouvre, franchement, Arcana Sacra... ils sont forts dans les jeux, je trouve, au niveau des qualités, de la qualité des cartes, de la mise en scène des coffrets. Enfin, moi, je trouve ça top, quoi. Et puis là, on retrouve la fameuse grande vague de Kanagawa, qu'on connaît bien hein, ici en Europe. Donc, cette vague, elle a été peinte par un japonais qui fait beaucoup d'estampes. Il s'appelle Okusai, donc voilà, il a fait plusieurs estampes concernant cette vague, et à chaque fois, vous remarquerez qu'on a, je crois qu'il en a fait 36 ou 30, je sais plus, et sur chaque tableau, on a toujours le mont Fuji qui est là, et cette vague gigantesque qui symbolise la force de la nature contre la faiblesse de l'homme en fait. Là, il n'y a pas, mais des fois, on a des petits bateaux qui sont là. Bon, voilà, on s'imagine qu'il va y avoir un petit problème. Enfin, voilà. Et puis, quand je regardais mon jeu comme ça, enfin ma boîte comme ça, je vois qu'il y a des petites couleurs cachées derrière. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et ce que j'aime bien, c'est que on n'a pas besoin de se prendre la tête pour enlever le support pour les cartes. C'est pas collé, donc on bousille pas la boîte. Et j'ai découvert ce magnifique fond. Et j'ai fait waouh, c'est super beau, les cartes Pokoi. Et je crois que c'est l'illustration des cartes Pokoi dans le jeu. On va voir ça tout à l'heure. Mais c'est magnifique. Je m'attendais pas à une gravure aussi jolie. Moi j'aime bien quand ça prend tout un fond comme ça. Donc c'est top, je vais pas remettre le carton tout de suite, comme ça on pourra comparer avec les cartes. Et avant de parler des cartes d'ailleurs, on va parler du livre. Parce que franchement, le livre, ça vaut le coup. Voilà. Alors, hop, le voilà. Ça vaut le coup parce que pour moi c'est plus qu'un livre, c'est carrément un guide. Si on va au Japon, franchement c'est un livre à avoir, même vos cartes. D'ailleurs, moi, le mien, il va partir avec moi, c'est clair, parce que je pense que je vais vous faire beaucoup de choses avec ce jeu quand je serai là-bas. Je pense qu'on fera un petit
Voilà, un petit parcours avec le jeu et sur certains endroits qui sont mentionnés dans le jeu. Voilà, certains endroits, certains lieux, certaines légendes, etc. Et on emmènera le jeu et je pourrais vous comparer tout ça. Donc j'ai hâte de vous faire ça en vidéo. Donc comme ça on verra ça ensemble et on voyagera ensemble. Et justement ce livre il est super bien fait. Bon bah déjà voilà, l'illustration de la boîte elle est là. On a un petit proverbe. Alors, on a énormément de proverbes. De toute façon, il y a 60 cartes dans le jeu. Donc, vous avez 60 proverbes. Voilà, parce qu'il y a un proverbe pour chaque carte. Et puis voilà. Puis, on a une note de l'auteur que je vous invite à lire parce qu'on en apprend beaucoup plus sur la personne. Surtout que, franchement, l'auteur, je vais vous le montrer quand même, et puis l'illustratrice aussi, l'auteur qui est Thierry Surgeon est quelqu'un qui sait de quoi il parle, parce que c'est une personne qui connaît très bien le Japon, c'est un passionné, et il a été au Japon une bonne dizaine de fois, donc je pense qu'il connaît son sujet sans problème, il sait de quoi il parle, et justement, je trouve que là, on a entre les mains quelque chose d'abouti, quelque chose de poussé. Et ben je sais pas, je connais pas tout, hein, mais jusqu'à présent, moi, tout ce que j'ai pu avoir dans les mains, j'ai pas eu un oracle ou même un tarot qui me comble autant que ça sur le Japon. Voilà, je m'y suis vraiment retrouvée. On sent que ça a été fait avec passion, avec amour. On sent que l'auteur il est passionné par ce pays et puis il prend en collaboration c'est Jenny Amazaki qui fait des illustrations que j'aime beaucoup. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, c'est une américaine qui est basée à Paris et qui a des origines voilà, un héritage japonais en tout cas, et on le voit dans ses illustrations. Donc on a une petite note de l'auteur que j'ai beaucoup aimé lire parce que suite à un drame, on sait pourquoi cet auteur a laissé son tarot de côté pendant des années. Il explique tout ça ici. Et il reprend justement son tarot et à la suite de ça, justement, lors d'un voyage au Japon dans l'avion, il s'est dit qu'il fallait qu'il fasse un oracle. Voilà. Et le voilà, l'oracle du soleil levant. Et il y a une petite phrase juste que je vais vous lire ici parce que moi je m'y suis reconnue à 100%. Ça m'a énormément parlé et je vais vous la lire. Donc, j'ai été guidée vers cet oracle qui réunit toutes mes passions en même temps. La cartomancie, le Japon, l'écriture et la spiritualité. Le tarot est pour moi comme une vieille histoire d'amour que l'on ne peut pas oublier. Voilà, tout est dit dans cette phrase qui me parle énormément. Franchement, voilà, j'aurais pas mieux dit. Et puis, on a une petite introduction qui va nous raconter comment l'auteur a élaboré justement cet oracle avec ses 64 cartes. Et puis, on a des tirages. Et c'est ça que je voulais vous montrer, surtout les tirages. Alors, il y a des tirages, j'aime bien les noms qu'il a donnés au tirage. Tirage du soleil levant. Ça, c'est plus pour faire connaissance avec son jeu. Vous savez, le tirage à une carte, c'est vrai que vous faites ça pendant 60 jours. Et ça vous permet de vraiment... de vous mettre vraiment en connexion avec votre oracle. Après, on a le tirage du bonsaï. Ça va être un tirage plus sur les énergies, forcément, avec le bonsaï, voilà. On a des exemples de tirage. Moi, j'aime bien avoir un exemple et puis une interprétation de l'exemple. Ça nous guide un peu, quoi. Et après, on a le tirage du sakura. Donc là, on va être... ça, c'est classique, en fait. C'est le petit tirage à 5 cartes pour avoir une réponse à une question. Interprétation suite à l'exemple. Et puis après, on a le tirage du mont Fuji. Donc là, ça va être un tirage qui va être plus basé sur un petit peu, on va dire, sur la spiritualité. Voilà.
Le tirage du fil rouge du destin, bon bah voilà, ça, on se doute que ça va être sur les relations amoureuses. Après on a le tirage des arts martiaux, ça va être sur les conflits. Le tirage du Tori, là on va être plus sur quelque chose, sur des événements, des problématiques qu'on va rencontrer. Et puis le fameux tirage des 12 maisons, voilà, qui est très bien expliqué. Et ensuite, on part sur la signification des cartes. Alors vous savez moi comment, ce que ça m'a évoqué ce livre, j'ai eu l'impression que toutes les pages là, avant la signification des cartes, j'avais l'impression d'être dans l'avion. Et quand j'ai commencé la signification des cartes avec le soleil levant, j'ai eu l'impression d'être au Japon. J'étais enfin arrivé de mon voyage. C'est exactement comme ça que je l'ai ressenti. Ça, c'est le voyage, c'est l'avion, et ça, c'est les pieds sur la terre japonaise. Voilà. Voilà comment j'ai ressenti ce livre, et c'est exactement ce que ça m'a fait, en fait. Donc, signification des cartes. En plus, on commence avec la signification, la première carte du soleil levant, le petit proverbe. Après, on a une interprétation générale et c'est là que c'est vraiment super intéressant. L'auteur, il va... là, par exemple, il va nous raconter pourquoi on a appelé le Japon le soleil levant. Donc, il y a une petite histoire qui est vraiment propre à la carte. Et je trouve ça sympa et c'est comme ça pour toutes les cartes. Donc, on apprend vraiment plein de choses tout en restant dans la simplicité. C'est ça qui est chouette, c'est que ça reste simple. Parce que des livres sur le Japon, on en a tous lu et des fois, on est un peu perdu. Bon, déjà que c'est quand même un pays très codifié, c'est une autre planète, hein, je dis toujours ça, mais c'est vrai que le Japon, c'est carrément une autre planète. Alors si en plus, on a des choses qui n'en finissent pas, on est paumé. Là, c'est vraiment, je trouve que c'est un autre niveau, quoi. C'est vraiment bien expliqué. Après, on va avoir l'affectif. On va avoir le professionnel, donc vous avez vu, c'est bien détaillé. On va avoir le matériel, on va avoir les mots-clés, on va avoir carte inversée en quelques mots-clés, et on va avoir le personnage, la personnalité, quoi. Et ça, sur toutes les cartes. Au passage, regardez les dessins que nous a fait l'illustratrice par-ci, par-là. C'est vraiment super beau. Je vais vous montrer. C'est vraiment très joli. Là, on est avec les érables en automne. Le pavillon d'or. Il y a plein de choses. C'est super joli. Ça aussi, c'est beau. Un autre style de dessin, mais c'est super joli. Voilà, je crois que je vais répéter ça tout le long. Mais le livre est vraiment... c'est un guide pour le Japon. Voilà. Donc, vous avez retenu, hein, l'avion, le Japon. Donc, vraiment magique. Ensuite, les cartes. Alors, je vous amène ça tout de suite. J'arrive. Voilà, moi je les ai mises dans ce petit pochon tout coloré. Voilà, que je vais mettre là. Et déjà, alors attendez, que je remette ça dans l'ordre, c'est bon. Je voulais quand même qu'on s'arrête sur le dos. Alors c'est très fin, c'est très, c'est poétique, c'est japonais, tout simplement. On a des grues, on a le fameux soleil rouge japonais qui est sur le drapeau du Japon déjà. Et puis on a un arbre, alors je pourrais pas vous dire, est-ce que c'est un séquoia, un érable, j'en sais rien. Bon, par contre, vous avez vu, vous pouvez tirer dans ce sens-là. On a la signification de la carte inversée, mais je pense que c'est quand même un jeu qui est fait pour tirer droit. Après, bon, chacun fait bien ce qu'il veut. Et puis, si on regarde de plus près, on a subtilement des petits... des petits... comment on appelle ça? Roseaux? Non, c'est pas des roseaux. Oh là là. Oh la honte. Des petits bambous. Pardon. Qui sont dessinés comme ça au coin.
de la carte. Je sais pas si vous les voyez bien, mais croyez-moi sur parole, ils y sont bien partout. Voilà. Tranche neutre. Ben, heureusement, parce que vu le dos, pour rester vraiment dans ce côté très pure nature, je trouve que c'est très bien qu'on soit resté sur du neutre comme ça. En plus, ça va vraiment bien avec le dos des cartes. Et puis, aussi, regardez l'épaisseur. Moi, quand j'ai pris les cartes, je pensais qu'il y en avait beaucoup plus que 60. On est dans un jeu oracle de 60 cartes. Mais la qualité est tellement bonne que, bah voilà, c'est assez épais. Donc, franchement, voilà, hein, ça se voit, hein, de toute façon. On voit vraiment l'épaisseur. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que on n'est pas sur des estampes. Et tant mieux. Pour ce jeu-là, je dis tant mieux parce qu'on est sur vraiment quelque chose de plus actuel, de plus moderne. Et vous allez voir, moi je vais vous montrer les 60 cartes, bien sûr, mais je vais, comme à mon habitude, vous raconter un petit peu mon ressenti, mon histoire, en restant rapide hein, quand même. Comme si on avait l'impression qu'on regardait ensemble des photos, tout simplement. Alors ce ne sont pas des photos, hein, ce sont bien des illustrations... je crois, à l'aquarelle, quelque chose comme ça. Mais ce sont bien des illustrations dessinées. Mais on a vraiment l'impression d'être entre nous et de parler de... Voilà, je reviens du voyage et je vous montre mes photos. Voilà, ça fait un peu ce style-là. Et ça fait plaisir d'avoir justement des dessins comme ça. Regardez, c'est magnifique. Autre que des estampes, c'est plus réaliste. C'est plus actuel, c'est plus moderne, tout simplement. Hein, les estampes, on sait ce que c'est, voilà quoi. Et puis il y a beaucoup de jeux hein, avec des estampes, etc. Donc ça fait du bien d'avoir quelque chose de plus moderne, de plus, de plus actuel, quoi. Voilà, je me répète, mais c'est ça. Allez, on va commencer, hop, avec les cartes, tout simplement. Et on commence avec l'origami. Donc l'origami, vous verrez qu'on a également la traduction en... Alors c'est en kana et en kanji. Voilà. Donc c'est magnifique. L'origami. Le haïku, moi je trouve ça très poétique. Vous voyez les fleurs, les feuilles... qui sont en train de s'évader du livre. Là, on a un petit haïku, je ne pourrais absolument pas vous dire ce qu'il raconte, mais en tout cas, la carte est magnifique. Ah, voilà, donc, la carte Pocoyo, alors attendez, je regarde, excusez-moi, mais il faut que je vois. Ouais, c'est la même, regardez. Voilà. C'est trop beau. Les couleurs, tout, c'est vraiment beau. Alors, la carte Pocoyo, bon, vous savez, au Japon, les Japonais, surtout, sont très... ils aiment beaucoup tout ce qui est gris-gris. Excusez-moi, c'est mon chat, encore une fois. Oh là là. Tout ce qui est gris-gris, porte-bonheur, il y a plein de petites choses comme ça, vous savez, vous pouvez aussi tirer des petits bâtons qui vont vous annoncer la bonne aventure, etc. Ils aiment bien tous ces trucs-là. Et du coup, vous allez retrouver deux, trois petites choses porte-bonheur qui parlent, qui touchent le Japon. Les grues, grand symbole du Japon aussi, hein. Ça me fait penser à un endroit, pour ceux qui connaissent, qui serait peut-être Miyajima. Je ne suis pas sûre, mais on dirait quand même un peu, par rapport au fond. Là, on a la pivoine. Donc la pivoine, c'est une super belle fleur, franchement. Il y en a plein au Japon, plein de pivoines. Et en fond, vous avez un château japonais. Parce que les châteaux, ils sont comme ça, en fait. C'est pas du tout comme ceux qu'on retrouve en France. Et regardez les nuages en forme de pivoine. On est dans de la poésie, mais je vous dis que ça. L'érable japonais, donc qu'on appelle là-bas les momiji. Donc si jamais vous voulez aller au Japon, je vous conseille d'y aller au printemps.
au moment des sakura, ou en automne, au moment des momiji. Voilà. C'est 2 périodes, franchement, à faire pour aller voir, mais alors, une palette de couleurs, super beau. L'empereur. Voilà, bon, c'était un petit peu logique qu'on ait un empereur. Le dieu de la foudre. Alors, on n'est pas trop dans tout ce qui est dieu et déesse, et tant mieux aussi, parce que, bon, il y a d'autres jeux pour ça, donc voilà, je trouve que c'est pas la peine de refaire un peu les mêmes choses, et on reparlerait en plus des mêmes personnages, donc c'est très bien. Là, on a le fugu. Donc, le fugu, c'est un poisson, avec une chair très recherchée, hein. C'est quelque chose qui se mange avec finesse, mais attention, n'allez pas manger du fugu chez votre ennemi parce que c'est pas sûr que vous en ressortiez vivant, tout simplement parce que dans le fugu vous avez une partie de ce poisson qui est mortelle. Donc c'est vrai que dans les restaurants de fugu, il n'y a qu'une seule personne hein, qui prépare ça, et en général c'est quelqu'un de hautement diplômé par rapport à ça, parce qu'il suffit simplement de toucher ou de couper un peu cet endroit bien précis. Bon bah voilà quoi, hein, après c'est bye bye quoi. Le pont sacré, les jolis ponts japonais, toujours de rouge comme ça en forme d'arc, qui reflètent souvent dans l'eau avec les arbres, le feuillage vert derrière. C'est toujours un beau spectacle. La geisha. La geisha, j'ai envie de lui rendre hommage parce que dans les pays occidentaux, on a une vision de la geisha un peu galvaudée, comme quoi, bon, voilà, ça peut être entre guillemets une fille facile. Hein, on la compare à des filles faciles, et ça m'énerve quand j'entends ça, parce que c'est tout un art. C'est tout un art. Enfin, elle représente vraiment l'art japonais. C'est des choses, c'est le raffinement poussé à l'extrême. Il y a des écoles, vous allez à Kyoto, il y a une école pour devenir geisha. Voilà, donc on n'a pas du tout cette vision en France. C'est un peu, bon bah voilà. Hein. Mais au Japon, ce sont des femmes très respectées et qui ont énormément de culture. Voilà. Le chien Hachiko. Ah, ça, c'est pareil, c'est un grand moment. C'est pas une légende, hein, il a réellement existé. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, je ne vais pas vous la raconter, ça va être trop long. Mais par contre, je vous invite à lire le livre. Vous avez toute l'histoire, toutes les indications. Et également, vous avez des films sur le sujet. Par contre, je vous conseille une boîte de Kleenex parce que c'est dur, c'est triste, c'est beau, mais c'est dur quand même. Les chiens lions, qui sont les gardiens des temples. La fameuse carte du soleil levant, la première carte. Voilà. Le fil rouge du destin, qui est illustré par les costumes traditionnels de mariage, avec au fond le pavillon d'or, qu'on peut aller voir à Kyoto. Le cerisier, voilà. Un moment très très précieux, les cerisiers en fleurs, la période des sakura, franchement, c'est la fierté des Japonais et on peut comprendre pourquoi, tellement c'est beau. Le tambour taiko, avec les poissons qui volent comme ça, en tissu. Le fameux daruma, alors il est là, moi, vous voyez, petit daruma. Alors il y en a de toute taille, hein. Vous avez des daruma grands comme des porte-clés et immenses comme un gros nounours géant. Et il y a toute une histoire derrière le daruma, c'est-à-dire que, vous voyez, le daruma, quand vous l'achetez, il a les 2 yeux blancs comme ça. Et le but, c'est quand vous l'achetez, vous commencez à colorier un œil, voilà, en faisant un souhait, un vœu. Et une fois que ce vœu s'est réalisé, vous pouvez dessiner le 2e œil, et puis voilà. Moi, ça fait 3 ans que je l'ai.
comme vous pouvez le constater, mon vœu ne s'est pas encore réalisé. Bon, il va falloir que j'en refasse un parce que là c'est mort. Mais voilà, le Daruma c'est ça. Et je trouve que c'est joli en fait, comme façon de faire pour le vœu, de faire le vœu. Je ne sais pas si c'est bien français ça, mais bon. Le lutteur. Le lutteur, ce qu'on appelle nous plus communément le sumo. Alors sumo c'est pas du tout, c'est vraiment un mot qu'on emploie en Europe, mais alors pas du tout au Japon. Au Japon c'est un lutteur, enfin avec la version japonaise, hein, je ne pourrais pas vous dire, mais lutteur, voilà. Alors il faut savoir aussi que ce sont des demi-dieux au Japon et qui sont vraiment vénérés, respectés à un très haut point. Hein, voilà, c'est vraiment très important pour le Japon. La maison traditionnelle. Alors ça, c'est magnifique aussi, cette maison qui, selon comment vous ouvrez les paravents, va vous changer totalement un intérieur. C'est magique, c'est vraiment magique. Il y a des paravents, vous les ouvrez, vous les fermez, ça vous crée des nouvelles pièces, etc. Et c'est surtout que vous avez une vue directement sur l'extérieur. C'est super beau. L'anniversaire du temps. Est-ce que ce n'est pas poétique? L'anniversaire du temps, je trouve ça très très beau. Et je vous en dirai pas plus. Voilà. Mais c'est beau, c'est une belle histoire. La pagode à 5 étages, qu'on retrouve au Japon. La grenouille qui est quand même très symbolique aussi. Hein, le fameux Enzo, alors c'est ce rond noir que l'on dessine comme un peu comme une calligraphie. On fait ça d'un seul trait, hein. On lève pas son pinceau, on doit le faire d'un coup comme ça. C'est ou vous le fermez totalement, ou vous le laissez ouvert. Et c'est vrai que ce Enzo, on le retrouve parfois dans d'autres jeux. Bref, en tout cas, voilà, on retrouve ce symbole un peu partout, en tout cas au Japon. La calligraphie, ouais, forcément. L'homme. Okinawa, alors là ça me fait super plaisir parce que je crois que c'est la première fois que je vois Okinawa en carte. Et ça me fait plaisir. Okinawa, c'est une île qui est au sud du Japon, qui est merveilleuse. Beaucoup de Japonais partent en vacances là-bas quand ils ont 2-3 jours, parce que bon, bah, c'est pas toujours le cas malheureusement. C'est assez cadencé, hein, le travail. Il n'y a pas 5 semaines hein, comme nous. 5 semaines de congés payés malheureusement. Et dès qu'ils ont un petit peu de temps, ils vont aller... bon, Hawaï est très prisé, mais Okinawa aussi, c'est beaucoup moins loin. Et là, vous avez... c'est le Pacifique, hein, donc vous imaginez du sable blanc, une mer bleu ciel, turquoise, et puis une eau à 25 degrés, enfin bref. C'est assez américanisé, il y a beaucoup de bases américaines encore là-bas. Donc c'est vrai que quand on va à Okinawa, il y a des endroits où on se croirait vraiment aux États-Unis, franchement. Mais c'est à faire. Le katana, très connu. Le mont Fuji, le voilà. J'aime bien la représentation des étapes, comme ça, pour monter en haut. Alors, vous voyez, moi, j'ai 2 rêves au Japon que je n'ai pas encore fait. Ça serait déjà l'ascension du mont Fuji. Et je vous dirai le deuxième un peu plus loin, parce qu'il est dedans. Donc, l'ascension du mont Fuji. Voilà, j'aimerais beaucoup monter en haut du mont, tout simplement pour... une fois au sommet, attendre que le soleil se lève et de voir ce spectacle magnifique du soleil qui se lève. Les Japonais font ça souvent en août, puisque l'ascension elle est fermée pour les autres mois. Et malgré ça, il faut quand même hyper bien se couvrir parce que là-haut, il fait très très froid. Et puis c'est un vrai challenge, hein, parce que au niveau de l'oxygène, au niveau de tout ça, tout le monde n'arrive pas en haut. Hein. Parfois, on s'arrête aux étapes inférieures, quoi. Mais j'aimerais vraiment voir ce lever de soleil. C'est une vraie fête.
Une fois qu'on est là-haut et qu'on voit que le soleil, ça y est, il commence à sortir et il se lève et on le voit se lever comme ça, vous avez tout le monde qui crie, et on a le soleil en plein dans les yeux. Enfin, c'est un moment, je pense, très très... un moment d'émotion, voilà. Ouais. Alors, on a la femme, on avait l'homme tout à l'heure, on a la femme. Le fameux onsen, voilà. C'est pareil, à faire au moins une fois dans sa vie, hein. Enfin bon, plus d'une fois, je vous le souhaite, parce que le onsen, ça va être l'équivalent peut-être de nos cures thermales ici, sauf que les cures thermales ici, c'est compliqué, c'est cher, etc. Alors que là-bas, tous les Japonais vont faire un onsen peut-être 1 à 2 fois par semaine pour se détendre, voilà, ils vont au onsen comme nous on va à la piscine, voilà. Donc c'est vraiment un moment de... ça vous lave de tout le stress, de toute la tension que vous pouvez avoir en vous. En plus, voilà, ça peut être à l'extérieur, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, vous pouvez y aller, ça fait vraiment, vraiment du bien. C'est vraiment des bains thermales, voilà. Et ben oui, par contre, si vous êtes blindé de tatouages, ben ça le fera pas malheureusement parce que ben, vous ne pourrez pas rentrer. Si c'est un petit tatouage, éventuellement on va vous mettre un pansement pour cacher. Si vous avez des placards de tatouages, malheureusement non. Ça sera compliqué. Ou alors il faut trouver vraiment un onsen qui l'accepte. Ça devient un petit peu plus fréquent, mais c'est encore assez tabou. Et puis, mettre votre pudeur en poche, hein, parce qu'on est tout nu. Voilà. C'est-à-dire que vous n'allez pas au onsen en maillot de bain, ça, c'est pas possible. C'est tout nu. Alors, je vous rassure, il y a quand même les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, mais on a des onsen qui sont mixtes aussi. Donc, voilà. Mais après, tout le monde s'en fout. Hein, c'est pas comme nous, hein, on n'a pas la même pudeur que les Japonais. Ben voilà, justement, le tatouage. Donc, pourquoi pas de tatouage dans les onsen ou dans certains lieux? Ben, c'est tout simplement parce que ça fait référence au Yakuza, donc la mafia japonaise. Voilà, qui sont effectivement couverts comme ça. Ils ont vraiment tous leurs exploits qui sont peints comme ça sur le dos. Il y en a, on voit plus du tout de peau. Et ça, ben, au Japon, c'est pas possible encore. Si vous entendez mon chat ronfler, je suis désolée. On a maintenant les ancêtres. J'aime beaucoup cette carte parce que ça montre à quel point les ancêtres sont importants au Japon. Chez nous aussi, c'est important. Mais nous, j'ai l'impression que ça va être pour certains moments de l'année, comme fin du mois d'octobre, début du mois de novembre. Mais sinon, à part ça, voilà, on va pas trop rentrer dans notre routine les ancêtres, contrairement aux Japonais qui ont un hôtel parfois dans le salon, parfois dans la cuisine, qui est toujours ouvert, avec plein de petites choses à l'intérieur, plus des photos des ancêtres, et ils font des offrandes régulières. Ça va être du riz, ça va être un autre plat, ou tout simplement, si ils sont partis un week-end quelque part, ils vont revenir avec ce qu'on appelle des omiyage, c'est des cadeaux, et ils vont les exposer pendant 48 heures sur l'hôtel, voilà, pour honorer les ancêtres. Donc c'est vraiment... Les ancêtres, ils sont quotidiennement présents chez les Japonais, voilà, toute l'année. Puis ils allument les petites bougies, tout ça aussi. La cérémonie du thé, bon, bah ça c'est un moment à vivre parce que ben, c'est pas prendre le thé comme nous on fait, hein, vous imaginez bien. C'est vraiment c'est très cérémonial. Il y a une façon de prendre la tasse, il y a une façon de tourner la tasse. C'est un art, voilà, c'est un art, l'art de la cérémonie du thé. C'est très important, puis c'est très codifié aussi, hein. Le chiffre 4, c'est là qu'on s'aperçoit que l'auteur connaît quand même de quoi il parle, parce que le chiffre 4, c'est pas quelque chose qu'on évoque souvent dans les... Alors, dans les estampes, je ne crois pas hein, qu'on en parle. Dans des jeux un peu plus, même un peu plus modernes, je n'ai jamais vu. Et en fait, le chiffre 4 au Japon est banni parce que c'est quelque chose c'est un chiffre qui porte malheur. Voilà, tout simplement.
Alors en France on a le 13, mais en France c'est 50-50. Vous avez des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Le 4 au Japon, c'est tout le monde est contre. Voilà. C'est-à-dire que vous n'avez rien qui se réfère au 4, vous n'avez pas de chambre d'hôtel avec un numéro 4 dedans, vous n'avez pas d'informations ou des noms plus ou moins de rues avec des 4, enfin tout ça c'est banni. Voilà. Et je trouve que c'est bien représenté sur l'illustration. On voit cette femme complètement démunie de tout en fait. Triste, beaucoup de chagrin, oui, c'est la carte 4, le chiffre 4, et on lui tend un mouchoir, et je trouve que c'est bien, très bien expliqué en plus. L'éventail, voilà, beaucoup d'éventails au Japon. Le Jingo Biloba, donc ça c'est un arbre... c'est un ancêtre à lui tout seul, hein. Il y en a qui ont plus de 1000 ans. On dit, mais ça je ne sais pas si c'est vrai, que c'est un des seuls arbres qui a résisté à la bombe d'Hiroshima. Voilà, maintenant je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas c'est un arbre qui est ancré. Voilà, très important pour les Japonais. Le sanctuaire. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle me rappelle, juste à côté d'où on est, on a le même style. Franchement, je ferai des photos, vous verrez, j'emmènerai ma carte. Le seul truc qui est différent, c'est que tout l'endroit de purification se trouve plutôt juste là devant, mais sinon c'est la même chose. À savoir qu'on ne rentre pas dans un sanctuaire sans être purifié. C'est comme si vous alliez vous coucher avec vos chaussures, quoi. Voilà, c'est impossible. Donc toujours se purifier la bouche et les mains. Tout le temps. Ça aussi, on n'en parle jamais. Les évaporés du Japon. Alors, rien à voir avec ce qu'on appelle ici la forêt du suicide. C'est rien à voir avec ça. Il faut savoir qu'au Japon, il y a énormément de personnes qui disparaissent et qu'on ne retrouve jamais. Je ne parle pas d'enfants. Là, c'est vraiment des personnes responsables, des adultes, qui, un beau matin, vont mener leur vie comme tout le monde et ne reviennent jamais le soir chez eux. C'est un mystère, c'est un mystère complet au Japon. Bon, on a des hypothèses, hein. On pense que, vous savez, le Japon, on voit toujours ce pays avec des cœurs dans les yeux, mais le Japon a aussi des choses beaucoup plus lourdes. La pression, hein, quand on est, nous, quand on est ou touriste ou qu'on vit à l'étranger, qu'on vient de temps en temps, c'est différent. Mais quand vous êtes japonais et que vous travaillez au Japon, ça n'a rien à voir en fait. Vous êtes vraiment toujours sous pression. Le but, c'est toujours de vouloir faire bien, de vouloir faire mieux, de vraiment donner ce que le patron attend. Hein, ça n'a pas du tout... C'est le jour et la nuit avec la France. Et on ne prend pas ses congés si les collègues ne prennent pas leurs congés. C'est-à-dire qu'on vit... c'est un ensemble. C'est très contradictoire le Japon. Hein. Les gens sont assez individuels, mais en même temps, ils ne vont pas faire de choses si les autres ne le font pas. Donc, si vos collègues ne prennent pas ses vacances, dites-vous que lui ne prendra pas ses vacances non plus. Parce que ça ne se fait pas. En France, on s'en tape. Hein. On prend nos semaines de vacances, que les autres les prennent ou pas. Là-bas, c'est pas comme ça. Il y a énormément de pression, énormément de... il y a aussi le code d'honneur. Si on ne fait pas ce que la famille nous demande, ou tout simplement, si elle ne nous le demande pas, mais par respect, toujours ce grand respect du code d'honneur, la morale, vous vous sentez nul en fait. Vous vous sentez démuni. Et je pense, tout ça pour vous dire que les gens disparaissent peut-être à un moment de leur vie parce qu'il y a un gros burn-out qui se fait et puis on quitte tout. Voilà. Donc ça c'est les évaporés. Le Yulai, la forêt. Tokyo, c'est une ville très très intense, hein, qui bouge beaucoup, il y a beaucoup de bruit, beaucoup de sons, c'est en effervescence, jour et nuit, il n'y a jamais de temps mort. Mais dès que vous sortez de Tokyo, vous vous retrouvez dans des endroits hyper paisibles.
vous avez des forêts, vous avez des endroits magiques, franchement, toujours très bien entretenus. En plus, le Japon, c'est un pays ultra sécure, donc bah, vous pouvez vous promener très tard, que ce soit près d'un temple shintoïste, parce que je crois qu'ils sont ouverts toute la nuit. Il n'y a aucun problème, voilà. Donc il y a vraiment des endroits magnifiques à découvrir de jour comme de nuit. Le Phoenix, le fameux Manekineko, donc bon bah ça tout le monde connaît. Encore un petit outil qui porte bonheur. Hein. La lanterne, ça c'est beau aussi. Le volcan, le Japon est une terre volcanique et très montagneuse. Le Tori, avec des petits daims ici. Là, au fond, vous avez un temple. Et bah, vous avez des villes au Japon où le daim est roi aussi. C'est-à-dire que il mène sa vie, c'est le chef, que ça soit, il rentre dans les magasins, il traverse la route. Si vous êtes en voiture, bah, vous ne pouvez que attendre patiemment. Hein, vous ne klaxonnez pas, on n'est pas en France. Hein, au Japon, on ne klaxonne pas. Et si le daim il met 20 minutes à traverser, ben vous attendrez 20 minutes dans votre voiture parce que le japonais a le respect du vivant. C'est-à-dire que ça soit une plante, que ça soit un animal, peu importe, on respecte. Donc, ben voilà, hein, s'il a envie de mettre 3 heures pour traverser, et ben vous attendez 3 heures dans votre voiture. Voilà. On retrouve la vague avec... avec le mont Fuji au fond. Le mont Fuji qui, pour les Japonais, est considéré pas du tout comme une montagne, mais pratiquement comme, comme quelque chose de vivant. Hein. C'est un volcan, donc voilà, qui n'est pas éteint en plus. Et donc, on l'appelle au Japon Fujisan. Voilà, donc c'est un être vivant à part entière. Donc, il y a beaucoup de respect. Le théâtre No, bah, c'est bien d'en parler. Voilà, c'est bien à voir, c'est beau, mais c'est long. Mais c'est beau, mais c'est très long. En plus, il y a plein de codes. Alors, si on ne parle pas couramment japonais, on est paumé. Bon, voilà. La prêtresse Miko. La poupée Kokeshi, pour tout ça, je pense qu'on connaît. Le fameux bonsaï, j'aime énormément cette illustration de ce bonsaï qui se voit plus grand qu'il ne l'est avec le reflet de l'eau et un cœur dans son tronc. Je trouve que c'est beau, bien représenté. Le cimetière, voilà, ça c'est pareil, je dirais pas que c'est à faire, bon c'est pas non plus un lieu où on va faire du tourisme, mais c'est quand même, ça n'a rien à voir avec nos cimetières à nous. Ben déjà, c'est l'incinération au Japon, hein. On n'enterre pas les morts. Ben, ça c'est une question d'hygiène pour les Japonais. Et puis, enfin moi j'ai visité qu'un seul cimetière. J'ai visité, c'était pas une visite en fait. On allait simplement nettoyer la tombe de la grand-mère de mon mari et ben c'est franchement en hauteur, mais on a gravi des... Alors c'était pas le mont Fuji, mais c'était pas loin. Des étapes, c'était d'une hauteur. On a monté une colline en fait, voilà, dans les bois. C'est assez spectaculaire à voir, franchement. Ouais. Le pèlerin. Donc voilà mon deuxième rêve que j'aimerais faire au Japon. Je ne sais pas combien de temps ça dure, mais je vais voir. Mais j'aimerais bien le faire cette année. C'est justement le pèlerinage qui s'appelle le pèlerinage de Shikoku, qui est le fait de visiter 88 temples. Lors de notre pèlerinage, lors du parcours de pèlerin, vous allez dans 88 sanctuaires. Voilà. Et ben, c'est magique. Alors, bon, ça, on marche beaucoup. Mais j'aimerais beaucoup le faire. Il y a toute une démarche spirituelle aussi. On est seul avec soi-même. Voilà, il y a des moments où on est en souffrance, sûrement, je suppose, hein, quand on fait autant de marches. Mais il y a des personnes très âgées qui le font. Hein.
Enfin, je sais pas, ça me parle, j'ai envie de faire ça. Et on les reconnaît, les pèlerins, parce qu'ils sont toujours habillés en blanc. Voilà. Ensuite, on a les arts martiaux, les rizières, que je trouve super bien illustrées. Les rizières en terrasse, avec une corne d'abondance. Je trouve que c'est parlant. Voilà. L'estampe érotique. Alors, l'estampe érotique, moi, elle me fait, si vous la regardez bien, elle me fait vraiment penser au diable. Tout simplement. Avec cette sorte de soumission, l'espèce de personnage là-haut monstrueux. Voilà. Le jardin zen. Alors ça, c'est une carte, moi, qui me parle beaucoup. Je vous mettrai un petit encadré ici. Alors bien sûr, il y a beaucoup de jardins zen au Japon, et c'est vrai que c'est très paisible, ça fait du bien, on a tendance à s'asseoir ici, et puis ben on médite, on se pose les bonnes questions, on essaye de jeter les mauvaises, enfin c'est très reposant. Et puis à Kamakura, on a ce fameux Bouddha géant, que j'adore. Alors j'adore aller, pour moi Kamakura c'est une de mes villes préférées. Ça fait un petit peu petite ville balnéaire, il y a le Pacifique et tout autour, c'est magique. Voilà. Mais on ira ensemble, je vous emmènerai. On a également forcément le ninja. Vous pouvez voir des spectacles de ninja là-bas qui sont très très bien représentés. Et non, c'est pas terminé, il y en a encore deux. Le kitsune, voilà, que tout le monde connaît maintenant. Ce fameux renard à 9 queues. Et on termine avec c'est la dernière, ouais, avec le samouraï. Voilà. Franchement, le samouraï, toujours le soleil rouge. Voilà quoi. Tout par-delà. Tout par-delà. Voilà, on va se tirer une petite carte quand même, mais je suis contente vraiment de vous présenter, depuis le temps que j'attendais la présentation, de vous faire la présentation de ce jeu, c'est enfin fait, je suis contente. Voilà, j'espère qu'en tout cas, cet oracle vous plaît, autant qu'il me plaît à moi, parce que c'est magique. Je connais quelques personnes qui adorent le Japon, là, sur la chaîne. Je pense que si c'est pas déjà fait, voilà, ça va se faire. Je pense que vous allez acheter ce magnifique oracle. On va tirer une carte. Alors, regardez déjà comment ça glisse. Super bien. Et on va tirer, on va voir. Et je vais vous lire juste 2-3 petites choses. On va prendre celle-là, qui est le cimetière. Voilà. Donc, c'est intéressant aussi, hein. Et je vous dis, les cimetières là-bas, c'est à voir quand même. Hein. C'est tellement différent de chez nous. Alors, vous avez un numéro de carte. Là, en l'occurrence, on est dans le 44. Donc, très facile. Regardez, hop, 43, ça y est, on y est 44. Voilà. Donc, petit proverbe en lien avec la carte. La mort est à la fois plus grande qu'une montagne et plus petite qu'un cheveu. Voilà. C'est toujours des petits proverbes qui, au début, vous laissent un peu comme ça, bouche ouverte, point d'interrogation sur la tête. Et puis après, quelques secondes après, on réfléchit à la phrase. Et là, on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus profond. Donc, la mort est à la fois plus grande qu'une montagne et plus petite qu'un cheveu. Je vous laisse méditer, les enfants. Allez, interprétation générale. Je vais vous lire quelques petites phrases. Hein. On va pas tout lire, sinon on en est déjà 49 minutes quand même. Mon chat qui ronfle comme un... je sais pas quoi. Hop. Alors, au Japon, les cimetières sont des endroits calmes et très bien entretenus. Les tombes sont le plus souvent très étroites du fait du manque de place et de la crémation obligatoire. Seuls les condamnés à mort sont enterrés, ce qui est considéré comme une honte chez les Japonais. C'est intéressant quand même, hein. Enfin quand même, c'est intéressant. Pourquoi je dis quand même? La mort n'est pas vue comme une finalité puisque dans la religion bouddhiste, l'on croit à la réincarnation. Tous les rites funéraires vont d'ailleurs dans ce sens, comme le Matsugo no Mitsu, qui signifie l'eau du dernier moment.
On humidifie les lèvres du défunt dans le but que celui-ci renaisse et on lui offre un fuzu, un chapelet bouddhiste composé de 108 perles pour représenter les 108 karmas. Elle annonce toujours que lorsque quelque chose se termine, c'est aussi pour le début d'autre chose. Vous voyez, là, on est un peu avec la mort du tarot, tout simplement. Hein. Bon, je vais m'arrêter là, sinon vous allez capituler. Ensuite, on a l'affectif, le professionnel, le matériel, les mots-clés, la carte inversée et le personnage. Par exemple, le personnage, c'est qui ne regarde pas en arrière, qui tranche plutôt dans l'excès, emploie des pompes funèbres, veuf ou veuve, thanatopracteur, médecin légiste. Voilà. Et les mots-clés, le changement, la fin nécessaire, la transformation, le progrès, une perception honnête de la réalité, la mort symbolique, très attentif au danger, non, être attentif au danger, couper le cordon ombilical avec ses parents. Voilà. Excusez-moi, je m'accroche sur tous les mots, mais ça fait presque 1 heure que je parle. Donc, voilà pour la carte du cimetière. Je vous en ai lu qu'une petite partie, mais c'est super intéressant. Vous voyez, moi je savais même pas qu'on enterrait les prisonniers. Je savais pas du tout. Et je ne savais pas non plus que c'était une honte d'être enterré. C'est fou, hein. On est carrément aux antipodes avec l'Europe. C'est vraiment une planète à part, quoi. Voilà, mes amis. Bah écoutez, j'espère vraiment... Je sais pas comment je vais faire. Je vais faire comme ça. J'espère vraiment non, je vais faire comme ça. Que cet oracle vous aura plu. Moi, franchement, je prends un vrai plaisir à découvrir les cartes, à lire ce qu'il y a de marqué. On apprend plein de choses. C'est génial. Et puis, je suis super contente puisque je vais l'emmener avec moi. Et je vais en profiter justement, il est tombé, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point cet oracle est tombé pile poil dans ma vie. Je vais l'emmener, ça va me permettre de faire plein de choses et de vous faire visiter plein de choses en relation avec le jeu. Voilà, ça va être vraiment super top. Voilà, donc écoutez, dites-moi en barre d'infos si parce que ce que ça vous évoque, est-ce que vous aimez le Japon? Est-ce que sans plus? Est-ce que justement ce jeu vous donne énormément envie? Bon, je pense que pour certains, vous l'avez déjà acheté ou déjà commandé. Donc dites-moi si c'est le cas. Et puis j'ai hâte d'avoir vos avis là-dessus, quoi. Voilà. Bah, écoutez, je vais vous laisser. Je vais vous faire plein de gros bisous et je vais vous dire juste une chose. Natame.